Ancien ambassadeur du Sénégal à Banjul, puis à Washington. Journaliste de formation, vous avez occupé les fonctions de directeur de la télévision nationale et de directeur général de la RTS. Aujourd'hui, TGP, très gros plan, est à l'envers. Le zoom est sur vous. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, Babacar Diagne. Le plaisir pour moi, Mamadou. On va commencer, question surprise, ce sera sur la lutte. Parce que il y a un grand combat aujourd'hui, Modulo Balla Gaye 2, un combat qui passionne les Sénégalais. Mais je viens de lire tout à l'heure un coup de gueule d'un journaliste qui a préféré garder l'anonymat, qui dit, à notre avis, il est illégal d'utiliser une chaîne de la TNT avec des procédés cryptés pour commercialiser ce spectacle, pay-per-view. La TNT est un patrimoine national qui ne doit diffuser que des chaînes en clair. Au total, regarder le spectacle de lutte via un canal sur la TNT avec un code acheté à 2500 francs est illégal. La TDS ne doit pas l'accepter, le CNG de lutte non plus. C'est comme si la RTS détenait des droits de diffusion et exigeait des téléspectateurs en contrepartie l'achat d'un code pour décrypter le signal sur un canal réservé qui offre le spectacle. Fin de citation. C'est une question qui peut être adressée aussi au président du CNRA que vous êtes. Mais quel est votre avis? Oui, merci. D'abord, c'est très compliqué. Je pense qu'ils n'ont pas encore choisi des chaînes pour diffuser. Le CNRA s'occupe de contenu audiovisuel. Pour le moment, je pense que le format de diffusion n'est pas arrêté encore. Si j'en juge par ce que j'ai entendu de Gaston Mbengue lui-même et par d'autres. Ouais. Et qui a dit que le combat pourrait être regardé sur la RTS et la TFM en même temps. Il a dit ça? Oui, je viens de voir un article de IGFM disant que oui, qu'une solution pourrait être trouvée consistant à la diffusion du combat sur la RTS et que le canal pourrait être repris, le signal plutôt pourrait être repris par la TFM. J'ai des idées là-dessus, mais il pourrait nous saisir. Comme je dis souvent, le CNRA est un collège. Le président du CNRA, c'est le primus inter pares, mais c'est un collège. Ce qu'il doit faire, c'est nous saisir. Le CNRA n'agit qu'à posteriori, comme vous le savez, et pas a priori. Donc c'est une question intéressante et nous pourrions être saisis, je crois, et l'étudier. Par contre, ça c'est une position individuelle. Moi, puisque j'ai été très longtemps directeur général de la RTS, comme vous le savez, je suis dans des dispositions aujourd'hui de voir le modèle économique de nos radios et de nos télévisions. Tout ce qui peut aider nos radios et nos télévisions à gagner plus d'argent, à faire plus d'argent, donc à faire plus d'équipements et à faire plus d'emplois m'intéresse. Donc je veux dire, c'est une question qu'on étudierait. Moi, je l'étudierais au mieux pour les organes de télé et de radio au Sénégal. On peut concevoir dès lors qu'il puisse y avoir un paiement pour pouvoir accéder à certains événements, à certains programmes, malgré l'avènement de la TNT. C'est la question de fond de ce journaliste c'est la question de fond, qui a gardé l'anonymat. C'est la question de fond et personnellement, je dirais pas non, tout de suite comme ça, bluntly, comme disent les Américains. Mais encore une fois, je voudrais qu'on puisse l'étudier en relation avec l'ARTP, TDS et le CNRA et donner un avis. Avis sur l'écosystème de manière générale, l'audiovisuel sénégalais, beaucoup de quantité, on le dira ainsi, avec une vingtaine de chaînes de télévision aujourd'hui. La qualité est-elle pour autant au rendez-vous? Regarde Babacar Diagne, le professionnel, mais aussi le président du CNRA. Mamadou, je dirais, peut mieux faire. Il y a beaucoup de chaînes. On ne peut pas dire que les contenus sont diversifiés, en dépit du nombre. C'est un paysage également quelque peu difficile. Je crois que tout est à faire ou à refaire. Comme vous le savez, beaucoup de chaînes dont vous avez parlé, dont vous avez entendu parler, n'ont même pas signé de convention. Il n'y a aujourd'hui pratiquement pas de cahier de charges. Et il y a également des problèmes quand on compare au paysage audiovisuel en Europe et en Amérique.
Et c'est là qu'il faut aller. Je pense que le Sénégal ne peut pas regarder en arrière. Nous devons regarder devant. J'ai dit aux gens qui s'offusquaient parce que j'ai dit il faut qu'on aille vers des polls, des sondages, des ratings des télévisions, mais sous l'égide du CNRA. La médiamétrie. La médiamétrie, comme le Maroc l'a fait, l'a commencé, comme en France, ça existe. Parce que tant que chacun se mettra dans son petit coin, aura son institut de sondage, publiera ses résultats, les autres sont en droit de dire non. Mais quand c'est fait sous l'égide du régulateur, on peut tout de suite voir quelles sont les parts de marché. On peut là tirer les différents tarifs publicitaires. Et ce ne sera pas du dumping, ce ne sera pas au pif comme on le fait aujourd'hui. Je crois que le paysage peut évoluer et nous allons parce que, bon, comme je le dis souvent, le CNRA, c'est pas la politique. La politique, c'est quelques semaines seulement. Et nous avons envie de dépasser très rapidement les quelques semaines de campagne pour prendre ces dossiers à fond, ces enjeux cruciaux pour notre développement, le développement du paysage visuel, et les tackle et les résoudre, Inch'Allah. Et si vous comparez ce paysage audiovisuel sénégalais aujourd'hui au reste de l'Afrique, voire au-delà, vous avez cité des exemples dans les pays occidentaux, vous diriez quoi? Vous donneriez quelle note? Oh là là, une note très élevée, Mamadou. Nous avons un paysage audiovisuel qu'on trouve rarement en Afrique francophone. Et je dois féliciter tous tes confrères, toi-même, tous ceux qui ont mené des luttes dans le passé, et y compris au sein de l'audiovisuel public, parce que les gens aussi doivent savoir cela, peut-être qu'on en parlera. Oui. Beaucoup de gens, quand ils parlent de lutte, d'avancée, oublient qu'au sein de l'audiovisuel également, nous étions là et nous avons joué notre partition. Oui, l'audiovisuel public qui continue d'essuyer des critiques. Comment vous le comprenez? Bon, c'est pas nouveau, mais restons d'abord sur cette question que je termine et puis on va aller là-bas. Je disais que quelqu'un sur un plateau récemment a comparé le Sénégal à la Côte d'Ivoire et a dit oui, il faut que le CNRA regarde sur le ACA de Côte d'Ivoire. Et tout le monde sur le plateau disait oui, mais j'étais choqué moi. La Côte d'Ivoire termine son processus de libéralisation là, en janvier 2019 et c'est pas encore fait. Il y a 4 chaînes qui vont payer chacune 350 millions et c'est pas fait. Le Sénégal a achevé sa libéralisation dans les années en 2000, il y a 20 ans. Nous avons 20 chaînes, dont des chaînes privées, vraies chaînes privées appartenant à des Sénégalais libres de tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Nous parlons de chaînes qui sont à venir dans un paysage où il y a seulement RTI 1, RTI 2, RTI Bouaké. J'ai beaucoup de respect pour eux. Le président Sissa Havaneh, comme vous le savez, Ibrahim Sissa Havaneh, qui se réclame même de la famille ici de Tivaouane, l'ancien ministre de la Communication, issu des rangs du RDR, le parti de Ouattara, qui est le régulateur, qui d'ailleurs a fini ses 6 ans depuis au moins 2 ans, qui est resté en place, mais qui partira, selon le président Ouattara, ambassadeur dans un pays africain. Il l'a déjà annoncé. Mais attendez, nous sommes quand même un pays avec plusieurs chaînes de télévision et on fait de la vraie régulation avec des chaînes purement privées, pas des chaînes comme ça qui arrivent et qui sont avec Canal+, avec M6 qui ont des capitaux français. Là, je suis heureux que la Côte d'Ivoire termine ce processus, qu'ils aillent vers des chaînes. On ne peut pas Mamadou comparer des paysages, c'est pas possible. Donc encore une fois, je m'enorgueillis de ce paysage et je félicite tous ceux qui ont lutté dans cela. Maintenant, pour revenir au public, les critiques public, contre le public. Oui, vous savez. En disant que la RTS, pour donner un exemple plus concret, continue d'être au service du régime en place et quel que soit le régime. Oui. Je vais te dire. Alors, l'audiovisuel public a une histoire, a une identité. Et dans tous les pays du monde, ça a été un problème. Je te rappelle, je ne sais pas si tu as pu parcourir un peu les écrits d'Alain Perfit, qui a été longtemps, comme vous savez, qui a été ministre de la Communication de Gaulle. Alors, il a trahi beaucoup de secrets des conseils des ministres du gouvernement français. Et il rappelle ce que De Gaulle disait. Alors, parlez-moi à la RTF. Et il faut nettoyer les écrits d'OGS de RTF. Je m'en fous. Tu convoques les rédacteurs en chef de la radio, de la télé tous les matins et tu n'essaies pas de les convaincre.
je leur donne des instructions. La télé, c'est ma télé. Je parle du général de Gaulle, de sa dimension. Et nous sommes en 62-63. C'est donc l'histoire très très récente. Ça veut dire que l'audiovisuel public, certainement, a évolué, continue à évoluer. Ce sera forcément plus lent qu'en presse écrite, forcément plus lent qu'en radio. Mais ça, il faut le comprendre. Oui, et ces critiques pour vous ne sont pas fondées? Elles sont exagérées ou elles sont fondées, elles sont légitimes? Elles sont fondées, il faut les replacer dans le contexte des luttes politiques, des enjeux politiques très forts. Et savoir que ça peut évoluer. Mais regardez, nous on est parti d'où? On est parti de 20h que l'on ouvrait avec la fédération du chef de l'État, avec la lecture du texte du bureau politique. Oui. Des partis au pouvoir. Oui. On est parti d'où? On est parti du président qui partait avec 12 minutes de départ, on serre les mains à l'aéroport. Nous avons fait... À l'aller comme au retour. Merci. Nous avons fait la guerre à ça nous-mêmes. Nous nous sommes parlé avec les autorités et doucement on a... C'était avec qui déjà? Avec Abdou Diouf? Avec Abdoulaye Wade? Je n'ai pas cité de nom, parce que je ne suis pas comme cela. Mais nous avons travaillé à cela. Et nous avons fini par gagner tous ces combats-là. Et le combat de la libéralisation aussi a commencé avec nous. Vous savez que c'était RTS 2S qui a produit 2STV. Et là aussi, c'était du personnel de la RTS, avec du matériel de la RTS, très souvent. Donc nous-mêmes, nous avons accompagné la libéralisation, n'est-ce pas? En étant sûr que pour nous, ça allait être encore des marges de manœuvre, n'est-ce pas, à gagner. Donc nous avons fait un travail. Mais ça, les gens l'ignorent. Je veux dire, quand on parle du 23 juin au Sénégal, on l'attribue surtout à l'opposition. Nous qui avons pu voir de l'intérieur, le président était sous pression de l'intérieur. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que, sincèrement, c'est les gars de l'intérieur, quand même, qui ont fini par le déterminer. Soyez plus concret. Moi, je pense qu'il y avait des gens, non, je ne pense pas, je le voyais, des gens à l'intérieur de son régime qui étaient contre tout ce qui se faisait, qui l'expliquaient. Mais vous ne pouvez pas faire ça, monsieur le président. Les gens vont rester ceci, cela. L'opinion ne sera pas avec nous si vous faites ça et ça. Et c'est de l'intérieur. Des gens qui sont ses partisans et qui lui parlaient. C'est vrai qu'il y avait ce qu'on voyait dehors, le spectacle qu'on voyait dehors avec des opposants et qui ont quand même joué leur rôle. Et je les félicite. Mais de l'intérieur également, il y avait des combats. Ce que je dis, je fais le parallèle avec l'audiovisuel public. Nous avons mené des combats à l'intérieur en y allant doucement, en parlant aux autorités, en étant ferme sur certaines choses, en expliquant. Et nous avons eu Guedco, je t'ai dit, Mamadou, là nous sommes partis. Et c'est qu'on va aujourd'hui. Donc je pense que l'audiovisuel public a évolué avec des combats de l'extérieur, de l'intérieur, mais encore une fois, ce sera toujours plus lent qu'en presse écrite ou en radio. Babacar Diagne, président du CNRA, invité du jury du dimanche d'e-radio. Vous parliez de Wade tout à l'heure. Restons sur l'homme, l'opposant irréductible au régime socialiste, président de la République après, pendant 12 ans, 26 ans, 27 ans d'opposition. Babacar Diagne, ce retour de Wade en octobre 1999, est-ce qu'il y a des archives sur ce retour de Wade, des archives à la RT? Disons qu'il y a eu pendant très longtemps une cassette tournée. Pendant très longtemps. Parce que vous savez... Jamais diffusé. Ça aussi c'est intéressant. Oui. Parce que moi, je suis un peu le loup blanc. Je suis un peu le loup blanc, donc quand je suis dans une organisation, quand il y a quelque chose, on parle très souvent de moi. J'étais directeur de la télévision, c'est vrai, mais il y avait un rédacteur en chef, il y avait un directeur général de la boîte, il y avait un ministre. On n'en parlait que de moi. L'arrivée de Wade était très intéressante politiquement et médiatiquement. Et pour nous qui sommes communicants, c'était intéressant. Il avait réussi à chauffer à blanc l'opinion. Vous savez, à l'époque, tout le monde attendait Wade. Et bien sûr, on se posait des questions, nous aussi, dans le milieu public, comment il fallait faire. Il y a une sorte de protocole, enfin, jusqu'à présent d'ailleurs, ça existe. Les départs arrivés sont filmés pour le président de la République, bien entendu, et pour le président de l'Assemblée et pour le Premier ministre. Voilà ce qu'on faisait. Et c'était un peu la routine. Il n'y a pas à proprement parler de quelque chose qui vous autorise et qui se faisait et qui faisait que vous alliez filmer d'autres hommes politiques qui allaient ou qui venaient. Même s'il y avait 10 000 ou 100 000 voix, ça n'existait pas. Donc c'était un cas particulier et les régimes ne sont pas d'un bloc. Il y a des gens qui sont
qui disent oui, des gens qui disent non. Oui. Et pour l'histoire, je dis, moi, je fais partie de ceux qui disaient non, mais je pense qu'il faut filmer. Oui. Et les archives existent? La cassette a existé très longtemps. Je ne peux pas dire où elle est aujourd'hui. Je me souviens du nom du caméraman que j'avais envoyé filmer. Alors quand les noms ils ont gagné par rapport à cela, bon, nous avons dit bon, c'est ça, c'est juste peut-être une banale erreur d'appréciation. Mais encore une fois, et même quand on était au pouvoir, je ne suis pas sûr qu'un opposant arrivé à l'aéroport allait être couvert. Je ne sais pas si justement, je ne sais pas si ça peut se faire. Le retour d'un opposant aujourd'hui de la trempe d'Abdoulaye Wade, qui vient de l'extérieur, qui vient pour participer éventuellement à une élection présidentielle d'une façon ou d'une autre, la RTS devrait-elle le filmer? C'est une question d'appréciation. Oui. Je peux pas te dire ceux qui avant-gardistes disent toujours il y a un certain droit à l'information et qu'il faut toujours peut-être filmer. Oui. Dans les traditions de l'audiovisuel public, que ce soit en Afrique ou dans le monde, filmer des arrivées et départs des opposants n'était pas dans les mœurs. Ouais. Je ne sais pas si c'est encore dans les mœurs. Je me pose des questions, franchement. Babacar Diagne, un autre sujet sur lequel vous êtes très attendu, c'est la pré-campagne en vue de l'élection du 24 février qui est ouverte depuis le 4 janvier dernier. Vous n'avez pas manqué de rappeler la loi, notamment le code électoral sur la période de pré-campagne, la période de campagne. Il se trouve justement que certains professionnels des médias et une partie de l'opinion commentent depuis quelques jours ce rappel du CNRA aux restrictions de la loi sur la couverture médiatique de la période de pré-campagne. Que faut-il en comprendre? Mamoudou, laisse-moi te dire que j'étais sidéré, même choqué d'entendre certains confrères vraiment commenter ces interdictions, s'il fallait les appeler ainsi, la propagande, les publics reportages, vraiment le CNRA qui interdit cela, CNRA d'une autre époque qui dépassait. Mais attention, ne confondons pas législateur et régulateur. Mais c'est la moindre des choses. Ça, c'est la loi électorale. C'est le code électoral. C'est le L61. Ça, c'est les résultats d'une lutte au sein de la classe politique. D'âpres négociations qui vont à l'Assemblée nationale, qui votent un texte de loi. Pour eux qui avancent, parce que moi j'étais à la télévision comme directeur de la télévision, et j'avoue que c'était de bonne guerre. Les dirigeants de l'époque prenaient sur 14 régions, 8 ou 9 dans la paix un mois avant la campagne, faisaient le tour du pays, partout avaient des appels de soutien, etc., des appels au vote, et terminaient pendant les 3 semaines qui restaient sur les 4 régions, ce qui fait que ces autorités avaient une bonne longueur d'avance. Et c'est ça que visait la loi. Il faut comprendre l'esprit. Le texte de loi est très mal rédigé entre nous, très mal rédigé. Mais nous, on en a retenu l'esprit. Oui. Ce qu'on vise, c'est l'appel au vote, le soutien, ni plus ni moins. Ce n'est pas interdit de les tourner. L'activité gouvernementale ne s'arrête pas. Les opposants peuvent aller voir des marabouts qui peuvent même faire des appels au vote. Nous avons affaire aux médias. C'est pourquoi je disais à quelqu'un ce matin. Les médias ne doivent pas relayer. Non. Ce matin, quelqu'un m'a dit, Babacar Diagne, il y a un vieux que j'ai entendu dire, oui, ne pas limiter, nous n'avons pas affaire à des organisateurs de lutte, encore moins à des partis politiques. Nous n'avons affaire qu'aux médias. Et nous sommes OGE, au même titre que la DG du ministère de l'Intérieur, le Conseil constitutionnel ou la Sénat. Et nous appliquons cette partie de L61 qui nous revient dans la loi, dans le code électoral. Mais il ne faut pas dire que c'est dépassé. Si quelqu'un dépasse la classe politique, il faut retrouver la classe politique qui se retrouve et qui vote une loi différente. Mais je ne suis même pas sûr d'ailleurs que la classe politique se retrouverait et changerait L61. Et je ne suis pas vraiment très sûr. Sur le public reportage, j'ai des avis. On développera plus tard. Oui, allez-y, puisque... Non, mais personnellement, je suis pour que le public reportage soit revu dans cette loi. Et après les élections et tout, on va revoir. Autrement dit, on permette aux chaînes de télévision... Mais en encadrant. Le modèle économique de nos médias doit être revu et corrigé et aidé. Je ne dis pas qu'il faut à volo comme aux États-Unis de permettre aux gens de prendre leur argent, de dépenser, encore que là-bas l'argent vient des électeurs, des soutiens. Concrètement, est-ce que le CNRA va fermer les yeux sur le public reportage en vue de cette élection-là à venir? La loi est telle qu'elle est, oui. Nous allons l'appliquer. Pendant la période électorale,
nous n'admettrons pas que des gens achètent des plages électorales. Pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale. Parce que ça, c'est un déséquilibre. Nous, l'après-campagne, toutes les chaînes ont fait quand même des reportages. Nous avons dit, c'est personnel. J'ai dit non. Il faut permettre aux gens d'avoir un peu d'argent. Mais pendant la campagne, ce sera interdit et vous allez y veiller. Les 3 semaines, ce sera interdit, nous allons y veiller. J'ai dit, je suis pour, mais il faut que je précise ma pensée, il faut encadrer. En France, c'est 16 millions d'euros. Les candidats peuvent dépenser jusqu'à 16 millions d'euros. Si vous n'avez pas 5%, vous êtes remboursé 800 000 euros. Si vous êtes au premier tour, vous êtes remboursé 8 millions d'euros. Vous êtes au deuxième tour, vous êtes remboursé 10 millions d'euros. Dans nos pays, si on permet que l'argent entre la campagne et qu'il n'y a pas de limite, j'assure qu'il y aura des forces étrangères qui vont venir bousiller notre pays. Le pétrole et le gaz. Mais attendez, mais justement, qui peuvent également attirer davantage les fauves comme le sang le fait aussi. Des fauves. Aujourd'hui, nos besoins, c'est 35 000 barils jour. Nous allons à 150 000 barils jour. Qu'est-ce à dire? Que nous sommes déjà un petit Koweït potentiel ou un petit Qatar. Et ça, regarde les pays dont nous parlions tout à l'heure, toi et moi. Regarde le Nigeria qui s'est divisé, la RDC qui n'est jamais en paix, l'Irak, le Soudan divisé. C'est dû à quoi? C'est dû seulement au pétrole, aux ressources du sol, aux richesses du sous-sol. Donc aujourd'hui, le Sénégal, on doit faire attention, on doit être vigilant. Donc l'histoire de l'argent de la politique, attention, soyez vigilants. Question des Facebookers, Moustapha Ben Malik, n'est-il pas temps d'abroger cette loi interdisant aux médias toute propagande électorale durant la pré-campagne? Surtout, c'est son commentaire, quand on sait que les médias sociaux le font gratuitement. Ben Diallo, blogueur, question à votre invité. Quelle garantie le CNRA et son président peuvent-ils nous donner en termes d'équilibre et de neutralité, surtout par rapport aux médias publics comme la RTS, le Soleil ou la PS, vis-à-vis des différents candidats à cette présidentielle? C'est la pré-campagne et ces médias ne cessent de violer ces principes au profit du candidat Macky Sall. C'est son commentaire, Ben Diallo, blogueur. Réponse de Babacar Diagne. Faux. Nous observons les médias et la RTS a respecté la pré-campagne jusqu'ici. Ils ont même refusé de faire le congrès d'investiture, le couvrir en direct comme les autres. Alors qu'on a vu des candidats couvrir avec leur chaîne en direct et d'autres chaînes. Et même les candidats de Ben Bokoyakar est allé acheter sur d'autres chaînes. Alors moi, je voudrais dire que on parle d'égalité quand il s'agit de l'audiovisuel public. On parle d'équilibre et d'équité pour les autres. Et ça, le CNRA a toujours surveillé. Moi-même, étant DG de la RT, j'ai su surtout tout le temps répéter cette égalité. C'est 5 minutes. Mais encore une fois, il faut que ces 5 minutes soient discutées avec la RTS, c'est selon leurs moyens, que la Sénat soit informée, que les mandataires des partis soient désignés et nous rencontrent en phase de réunion. C'est en principe 5 minutes. Et c'est 5 minutes par candidat tous les soirs. Et uniquement pour le candidat. C'est une petite personnelle. Pour les autres, nous verrons. Il peut vraiment le dire, le savoir. Nous verrons à l'équité, à l'équilibre, oui, absolument. L'autre question, faut-il abroger cette loi interdisant? Bon, s'il faut abroger, encore une fois, j'ai dit, le CNRA ne conçoit pas de politique, en fait, des conseils. C'est ça, d'ailleurs, la différence entre le président du CNRA, qui est comme ça, irrévocable, non renouvelable, un ministre de la communication peut concevoir une politique. Le CNRA applique une loi. S'il faut abroger, il faut aller à la classe politique, encore une fois. C'est le législateur. Et là, c'est le législateur. Il faut s'adresser au législateur, pas au régulateur. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'aspects de cette loi qu'on peut revoir. Et nous, on donnera un avis par rapport, par exemple, au public reportage. Mais je sais que sur tout cela, c'est des consensus forts issus de rencontres entre partis politiques. Le président du CNRA, invité du jury du dimanche, le débat, est-ce qu'on l'aura? Cela dépend des candidats. J'ai donné une formule récemment, j'ai dit que ça dépend des candidats. Et les candidats, c'est comme des lutteurs. L'entourage des lutteurs, vous le connaissez, quand vous voulez opposer Modulo à Guéniaï ou à Yaoudjal, les gens vous diront non. Je pense que le jour où on aura des candidats d'un calibre égal, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir eu Gbagbo et Ouattara.
Ouattara avait tellement grossi et Gbagbo avait stagné et les deux se valaient vraiment. Le débat a eu lieu. Le débat a eu lieu en France très tardivement. Il a eu lieu aux États-Unis et c'était vraiment le boom de la télévision. Moi, en 2012, je combattais pour avoir le débat sans trop y croire. Je voulais un débat entre le président Maxwell et le président Abdoulaye Wade. Je suis allé au studio à Kinkeliba défendre cela. Oui. Je voulais avoir des gens. Et je pense que nous ferons, nous de la presse et du CNRA, tout pour avoir ce débat. La presse est demandeur aujourd'hui. L'opinion est plus que jamais demandeur. Certains candidats ont donné même leur accord. Est-ce que le CNRA est prêt à aujourd'hui organiser ce débat, à l'encadrer comme cela se fait ailleurs? Nous sommes prêts, nous sommes demandeurs également au CNRA, mais... Déjà au premier tour? Il ne faut pas confondre, je ne pense pas que ce soit possible au premier tour. Il faut qu'on ait des sélections. S'il faut commencer, il faut commencer comme tout le monde, quand il n'y aura que 2 candidats, et essayer de voir. Mais il faut pas confondre... En cas d'éventuel deuxième tour. Mais il ne faut pas confondre la logique des médias, notre logique à nous, professionnels des médias, et la logique politique. Elle est différente. Les politiques ont leur logique et leurs intérêts, et nous aussi, on a des intérêts d'hommes des médias, et c'est souvent différent. Mais au premier tour déjà, ça devrait être faisable. On devrait être disons, autour de 7 candidats pour, en attendant le verdict du Conseil constitutionnel, puisque 20 candidats ont été éliminés sur le critère du parrainage. Il reste aujourd'hui 7. Ça devrait être plus facile. Mamadou, tu es des médias et encore une fois, ta logique est celle des hommes des médias. Oui. Et pourquoi c'est si difficile au Sénégal? C'est difficile parce que je t'ai renvoyé à l'image des lutteurs. Tant que les lutteurs, tant que les différents candidats qui se jaugent eux-mêmes et qui sont jaugés par leur entourage n'auront pas l'idée, l'impression qu'ils ont en face un candidat d'égale importance et que du débat pourrait, n'est-ce pas, jaillir la différence, ils ne feront pas le débat. Tant qu'ils penseront que ils ont suffisamment de voix, qu'ils sont suffisamment en avance, qu'ils ne donneront pas à un autre candidat l'occasion de les faire trébucher dans un débat, ils ne feront pas le débat. Ce n'est pas seulement ici que les débats sont refusés. Hein. Et souvent, c'est le président sortant qui se braque, non, Babacar Diagne? Si on interroge l'histoire. Oui, parce que justement... Pourquoi le président sortant, souvent, refuse le débat? Parce que les entourages, je ne sais pas lui-même, mais les entourages se disent, nous avons tellement d'avance que si on donne l'occasion à ce débatteur de nous faire trébucher dans un débat, il gagne 10 points. On nous donne la chance. Et je vous ai dit que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on est arrivé à un moment où c'était vraiment un taille objectif évident de tout le monde. Gbagbo ne pouvait pas dire non au débat. Parce que Ouattara avait grossi, tellement grossi que le débat pouvait faire la différence. Bon, maintenant il y a d'autres critères qui ont joué. Hein. La Côte d'Ivoire est donc, comme beaucoup de pays africains, avec cette dichotomie nord-sud, cette affaire de religion, c'était très compliqué. En tout cas, le débat est incontournable. Et j'espère que le débat au Sénégal sera très prochainement incontournable. Il sera fait lorsqu'il sera incontournable. Pas avant, vous allez voir. Comment devrait s'organiser un débat? D'abord le regard du régulateur que vous êtes, mais surtout l'expérience du journaliste. Comment généralement un débat sur une élection présidentielle devrait s'organiser? Il y a les méthodes qui sont faites aux États-Unis et en France. D'abord, le régulateur est impliqué, c'est vrai, très souvent, parfois même pas du tout. Des fois, c'est les entourages des partis qui discutent avec soit le régulateur, soit la chaîne choisie, parce que il y a toujours, les présidents préfèrent toujours certains journalistes, certains, vous savez, De Gaulle a toujours eu son journaliste au Figaro, qu'il a souvent interrogé, mais dès que c'est fait, dès que les journalistes sont choisis, très souvent, par n'importe lesquels, quelqu'un comme toi pourrait faire partie, n'est-ce pas, dans l'eau de journalistes pour interroger les candidats. On découpe, on va voir la chaîne. Et la chaîne également présente des particularités. Les différents mandataires des partis ou des candidats viennent visiter la chaîne. Comme vous savez, il y a l'éclairage, il y a le fond. C'est des questions techniques très intéressantes. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des erreurs monumentales en choisissant le mauvais fond, par exemple, pour le candidat. Donc, tout cela est pris en ligne de compte. Après, on choisit les thèmes.
On choisit les thèmes, on découpe, on choisit aussi le format, c'est-à-dire combien de temps il faut faire, etc. Et c'est souvent très intéressant d'organiser cela. Moi, j'aurais aimé avoir eu cette occasion en tant que DG de la RTS. Oui. Je ne l'ai pas eu, j'espère que je l'aurai en tant que président du CNRA. Je dirais amen, parce que c'est quand même un débat qui est très attendu par les Sénégalais de manière générale. Babacar Diagne, quelques questions d'auditeurs. Aline Diassé. Bonjour, c'est Monsieur Sambello de Affinity Media, Paris. J'ai une question pour votre invité. La première, c'est les médias d'État, est-ce qu'ils n'ont pas favorisé le recul de la presse au Sénégal? La deuxième question, c'est quelles sont les émissions, à votre avis, à interdire au Sénégal? Selon vous, est-ce qu'il y a des émissions, notamment de télévision, qu'il faut interdire parce que peut-être que ces émissions pervertissent les mœurs? La troisième question, c'est quand on est passé à la RTS, quelles sont les qualités ou les capacités supplémentaires à avoir pour diriger un CNRA? Parce que quand vous étiez à la RTS, cette question de déontologie ne se posait pas pour un média d'État. Et si je ne me trompe pas, il y avait quand même pas mal d'hommes politiques qui n'avaient pas du tout accès à la RTS pour s'exprimer, notamment. Oui, il devait terminer, Aline Diassé. Laissez-le terminer sa phrase. Bon, pendant des campagnes électorales. Très bien. Donc voilà, mes trois questions, donc je les répète. Oui, Babacar Diagne. Oui, alors, trois questions posées par cet auditeur sur la RTS. Vous y avez répondu déjà. Oui. Alors, donc, celle qui reste, à quelle question dois-je répondre là? Dois-je répondre à quelle question là? La RTS c'est déjà répondu. L'autre, c'est quoi? C'est quelle expérience? Oui. Mais quand on a été à la RTS, pendant longtemps, on connaît l'audiovisuel. Surtout comment, quand on a été dirigeant à la télévision, quand c'était une télévision unique, quand on a assisté à la libéralisation, quand on a assisté à l'éclosion des télévisions privées, on a quand même une vue globale qui permet de voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. Est-ce qu'il y a des émissions à interdire? Je dirais qu'il faut faire aujourd'hui très attention. Moi, si j'étais à la télévision aujourd'hui, à la RTS comme directeur, j'aurais peut-être continué à faire, je pense que l'actuel directeur aussi va vers là, j'aurais fait des télévisions régionales très fortes. J'aurais fait des télévisions thématiques. Moi, j'ai toujours pensé à deux. J'ai pensé à une télévision pour enfants. J'ai pensé à une télévision axée sur l'agriculture. Parce qu'il faut beaucoup faire sur l'agriculture. On ne l'a pas fait. Mais vous savez, par ailleurs, les télévisions privées, les radios privées ont évolué différemment. Vous avez vu les téléréalités, vous avez vu les émissions interactives. Et là, ils ont un autre défi. Nous sommes à l'ère de l'auditoire fragmenté. Et le coin du salon, la télévision dans le coin du salon, la télévision, si c'était passé cela. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sélectionnent leur télévision avec leur smartphone et ils ont plusieurs émissions. Et tout cela fait que, aujourd'hui, moi qui suis de l'audio public, je me dis que si nous ne faisons pas attention, nous perdrons notre âme. Parce qu'il y a des gens, je disais à un moment de tout à l'heure, que nous sommes devenus aujourd'hui produits et consommateurs. Et il y a des gens à l'extérieur qui regardent notre jeunesse, ce qu'on appelle les millennials. Les millennials qui ont entre 18 et 26 ans, qui sont ciblés par toutes les compagnies, ceux qui font des programmes de télévision, ceux qui vendent des produits. Et ces gens-là, on cherche leur goût, leur aspiration, on leur vend des choses. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne vendons pas à ces jeunes-là nos réalités, notre devenir, si nous ne les faisons pas rêver par rapport à leur pays, d'autres vont les accaparer et leur vendront des programmes. Ils seront objets de toutes ces chaînes-là et pas les nôtres. Justement, oui. Ils ont tendance à regarder les autres chaînes de toute façon. Nous-mêmes, nous le constatons tous les jours dans nos foyers. Mais parce que ces gens-là prennent les devants et les étudient en tant que produit, les proposent des chaînes. Et c'est à nous de faire. Je vous ai dit que, j'ai dit à quelque part, avant ce que nous faisions, c'est quoi? Nous prenions une seule longue lettre. Nous prenions Mapales Lessine. Nous prenions La Dior. Nous faisions des programmes. Nous tirions notre inspiration de programmes dans nos productions, dans nos réalités. Aujourd'hui, c'est le fait divers. Et c'est le fait divers, c'était la réalité pratiquement, le talking heads, comme on dit ailleurs. Et dans ce combat-là, nous perdons. Vous êtes en train de dire que nos séries, qui sont très prisées par le public aujourd'hui, pêchent beaucoup en termes de qualité. La plupart de nos séries pêchent en termes de qualité et sont dangereuses pour nos jeunes.
très dangereuses. Il faut les interdire. Faut pas les interdire. D'où la question un peu de Sambelo qui dit est-ce qu'il y a des programmes qu'on devrait interdire à la télé aujourd'hui? Il ne faut pas les interdire. Moi, j'ai dit quelque part que le CNRA étant une position d'autorité, moi, je voudrais en faire une position d'influence. Pour qu'on ait discuté. Je vous ai dit comment je suis allé à Tambacounda et j'étais choqué de voir que quand je disais Ndungussine, les gens disaient oui, Ndungussine finit la prison. Ils ne savaient pas qu'il y avait là, Ndungussine, un lieu de mémoire formidable, répertorié même par le ministre de la Culture il n'y a pas longtemps. Mais les gens ne font pas attention. S'ils font attention, nous ne connaîtrons pas notre passé, les actes glorieux de nos aïeuls, tout cela, Tate Nder. Nous avons porté ça à l'écran. Comme les gens ont fait avec Gone with the Wind, Clark Gable. Nous avons fait ça avec Nder en flamme. Et les gens voient des actes héroïques. Et les femmes savaient ce que c'était le mougne, ce que c'était la dignité. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Les gens regardent, l'autre a fait un père qui était sans père, sans mère. Il y a des sang, on s'entretue. Et ça comporte à l'écran. Et les résultats sont très dommageants, sont dévastateurs dans l'esprit des gens. Et ce qu'on voit dans la ville comme violence conjugale, ça vient de là, j'en suis convaincu. Justement, Babacar Diagne, comment réguler aujourd'hui avec le développement des réseaux sociaux? Parce que aussi cela fait partie du rayon de couverture du CNRA. Réseaux sociaux avec beaucoup de choses qui sont positives, mais beaucoup de choses négatives. Les injures, les règlements de compte. On a vécu le cas de Hassan Diouf. Vous étiez ambassadeur du Sénégal à Washington. Vous avez dit chez nos confrères de TFM que le président Macky Sall n'était même pas favorable à ce qu'il soit rapatrié. Je te le jure. Oui, alors comment réguler? Quand on l'a arrêté, il a dit non, faut pas pourquoi il viendrait? Non, faut pas qu'il vienne. Et si, en tout cas, moi, s'il vient, je le laisse libre. Et il l'a fait, tout le monde a vu qu'il l'a fait. Il a été quand même emprisonné quand il est arrivé. Non, pas du tout, il a été libéré. Et Hassan Diouf, oui, mais il a fait la prison. Mais parce qu'il y a d'autres conflits, comme vous savez. Des plaintes portées par d'autres citoyens. Oui, exactement, mais pas le président. Mais les réseaux sociaux, moi je dis on devrait les appeler les réseaux asociaux. C'est une nouvelle donne, importante certes, qui est un défi pour tout le monde. Je rentre d'une rencontre à Istanbul, en Turquie. Et j'avais fait avant une rencontre à Tunis sur ça. C'est un enjeu extrêmement important. Nous sommes en train de voir comment regarder tout cela. Nous sommes en train de voir quelle régulation est possible. C'est quand même un lieu d'expression, de liberté d'expression. Il ne faut pas penser qu'on ne peut rien faire. Hein. Mais les réseaux sociaux, comme vous dites, tous ces web machins sont hébergés par c'est des noms de domaine. Donc il faut aller, c'est Orange, c'est Expresso, c'est etc. Tigo. Donc on sait où ils sont. Et même d'ailleurs, si une vidéo passe et vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous plaindre à Facebook et ça peut être déposté. Justement, la révision récente de la loi est perçue par beaucoup de gens comme une tentative par l'État de museler justement cette liberté d'expression sur les réseaux sociaux. J'ai vu que les gens de la RTP ont dit non, j'ai même vu le ministre. J'avoue que je n'ai pas eu le détail de cette loi, mais ce que je sais, c'est que les réseaux sociaux posent un ensemble de problèmes. Et en temps de campagne, nous sommes compétents sur tout cela et sur la presse écrite. Et c'est facile parce que nous avons aussi une cybersécurité qui est très performante. Si quelque chose est fait dans les réseaux sociaux, nous ne sommes pas peut-être encore au niveau américain parce que là-bas, ils sont extrêmement vigilants. Je disais que de mon école, l'école des enfants de l'ambassade, j'ai reçu une alerte il n'y a pas longtemps de la directrice de l'école qui dit attention aux parents, nous avons vu un individu dans les réseaux sociaux qui semble être menaçant ou bizarre, nous sommes en train de surveiller, il faut rassurer les parents. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux est regardé. Encore une fois, quand on a dit Koubolé Hassan Diouf, nous on rigolait parce qu'on dit mais parce que là-bas les gens sont très vigilants sur ces questions. Malheur à celui qui croit qu'il peut faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Absolument, Mamadou, absolument. Alors, la TNT, Babacar Diagne, on a parlé récemment de cette affaire Excaf Star Times. Star Times, un opérateur chinois qui a l'autorisation d'installer son bouquet qui doit être reçu dans 300 villages au Sénégal. Mais vous avez été interpellé sur la question par Excaf, oui, qui pense qu'il y a une concurrence déloyale. Il y a un contrat signé aussi entre l'État et Star Times, il faut le rappeler. Comment cette affaire a évolué et qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui?
Bon, elle évolue bien. Vous savez, au CNRA, nous avons des méthodes. Aujourd'hui, nous rencontrons les gens. Nous rencontrons les gens et nous les auditionnons. Je viens de rencontrer le président de StarTime. Nous avons rencontré SCAF, nous avons rencontré les câbles distributeurs, nous avons rencontré les radios communautaires. Je passe mon temps à rencontrer des gens. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, nous voulons d'abord être didactiques, expliquer. La régulation sort pratiquement d'une phase d'incubation. Les gens ne sont pas habitués à la régulation. C'est maintenant que les gens commencent. Et c'est pourquoi je suis partant pour connaître pas tout de suite à la sanction, qu'on doit expliquer, partager et maintenant dérouler. Alors, StarTime était un problème pour tout le monde. Ça allait encore un peu, mais ça évolue. Nous avions dit, parce que les gens ont voulu qu'on se prononce sur le contrat. Non! Le CNRA ne peut pas se prononcer sur des contrats. Le CNRA, son espace de compétence, c'est l'audiovisuel. Quand une boîte est dans l'audiovisuel, oui, ça nous concerne. Quand quelque chose est fait dans les médias, par exemple, une tournée, nous ne regarde pas. Un combat de lutte non plus. C'est l'exploitation qu'en fait quelqu'un. Ou l'organe même, son statut dans le... Alors, nous avons vu, nous avons dit, nous ne prononçons pas sur le contrat. Les gens disent, oui, c'est scandaleux. Bon, vous savez, il y a des fonctions qui sont, j'allais dire, consubstantielles de la critique. Et j'ai eu la malchance d'avoir occupé que des fonctions de ce genre. C'est pourquoi il faut avoir ce que les Américains appellent un thick skin. A thick skin. Donc, il faut. Moi, je suis un encaisseur né. Donc, je connais ces choses-là. Insubmersible, presque. Pour autant. Pratiquement. Je suis un encaisseur né. Oui. Bon. Alors, sur le statut, le modèle même de StarTime, nous avons dit non. Si vous avez des décodeurs qui ont une sortie numérique, vous devez passer par la RTP. Si vous avez un tour de table où il y a 99% de Chinois, non, il faut 51% de parts sénégalaises. Donc la suite telle qu'elle est illégale. Et justement, StarTime fait tout aujourd'hui pour se conformer à la loi. À la loi. Ils sont des affaires. Là, ils ont commencé à reprendre le décodeur. Le nouveau décodeur qu'ils ont envoyé, il n'y a plus de sortie numérique. Et surtout, ça, ils sont en train de travailler pour avoir des parts sénégalaises en majorité. Et c'est important pour nous. Et SCAF aujourd'hui? SCAF, on continue de l'auditionner. On continue à traquer les chaînes qu'ils diffusent et pour lesquelles ils n'ont pas de droit. Ils en ont enlevé certaines, pour d'autres ils vont revenir, mais nous continuerons à les écouter et Sidi est très ouvert à cela et nous continuons à travailler. Sidi Diagne, le directeur général d'Excaf. Khalifa Diakhaté, bonjour. Bonjour, vous êtes face à Babacar Diagne. Bonjour, son excellence. Journaliste comme vous d'abord, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr comme moi. Je suis pas sûrement comme moi. Je disais tout à l'heure que j'aime bien Diakhaté parce que il a su maintenir le parler lebou succulent et quand il parle de cette façon, je suis très content. Deux lebous qui se font face. Oui. Oui, la dernière fois qu'on s'est vu, nous visionnions un film et nous avons passé toute l'après-midi à discuter alors que vous aviez rendez-vous à midi. C'est vrai, c'est vrai. Je m'en souviendrai toujours. Alors, première question, quelle est la place des inaugurations du président de la République dans l'équilibre dont les médias doivent faire preuve, pour ne pas parler de la RTS? C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'interdit pas des inaugurations. L'activité gouvernementale ne s'arrête pas. On n'interdit pas d'y tourner. Ce qu'on vise, et je disais que la loi est très mal rédigée, nous avons retenu l'esprit, c'est les appels de vote à l'occasion de ces tournées économiques. Vous vous souvenez de ce que faisait à l'époque un président et qui avait motivé le combat de Wade et c'était ça, c'est le résultat de combat et de consensus fort à une classe politique. Et quand les gens ont dit, oui, vous CNRA, pourquoi vous interdisez? Mais non, il ne faut pas... On peut vous opposer que c'est toujours implicite. Oui, non, mais je veux dire, il ne faudrait pas d'abord confondre législateur et régulateur. Nous sommes régulateurs, nous ne sommes pas législateurs. C'est une loi votée à l'Assemblée nationale. Et nous sommes chargés d'en appliquer certains aspects. Oui. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on nous dit, c'est ce que nous devons vérifier. Et puis, a posteriori, seulement, une régulation ne se fait pas a posteriori. Oui. Elle se fait a posteriori, pas a priori. Donc, aujourd'hui, s'il y a des appels de vote pendant ces inaugurations, s'il y a des gens qui disent carrément je vote pour un tel ou voter pour un tel, ça c'est interdit. La chaîne qui fera se verra. Ça soit vraiment explicite. Alors des patrons de presse qui s'engagent en politique et dont les médias servent pour certains de tribune, quelles mesures pour plus de justesse, plus d'équité? Bon, sur l'engagement des patrons de presse en politique, regarde les patrons de presse. Encore une fois, nous,
c'est uniquement les médias, l'exploitation. Et quand, le média, quand l'organe sert de tribune, très clairement. Quand l'organe fait des appels de vote dans la pré-campagne ou pendant la campagne, ou bien ça même dans un cadre général. Alors, dans un cadre général, les médias, c'est fait pour que les gens expriment leur point de vue. Encore une fois, là aussi, les gens se trompent. Nous avons dit, parce que la loi est claire, la loi parle de pré-campagne pour les interdictions d'appel de vote. Oui. Mais pendant la campagne, mais c'est la campagne. Tout à fait. J'ai entendu des gens dire oui. Mais l'équilibre dans ce sens-là. C'est très important. Et nous allons veiller à l'équilibre. Mais alors, pour la presse écrite, parce que pour la RTS, on parle d'égalité. On parle d'équilibre et d'équité seulement pour les médias privés. Très bien. Dès qu'ils soient radio ou télévision, on ne vous demandera pas, par exemple, vous, d'avoir comme la RTS tous les jours le même temps d'antenne pour tout le monde. Mais attention, si vous tweeterez sur, disons, Abdoul Mbaye, parce qu'il n'est pas là, c'est pourquoi j'en parle, et je le connais très bien, si vous tweeterez Abdoul Mbaye aujourd'hui, demain, après-demain, et seulement après vous titrez sur Madi Kenya, on vous dira non, c'est pas comme ça. Il faut voir l'équilibre entre les candidats. Mais ça se fera sur 7 jours, sur 8 jours. Parce que nous enregistrons au CNRA. Et nous enregistrons tout. Et toutes les radios sont visionnées. Je vais renforcer les équipes de visionnage d'ailleurs. Toutes vos radios sont là et regardez ce que nous faisons là et regardez. Très bien. Alors pour ce qui est des débats, vous l'avez abordé avec Mamoudou, vous dites qu'on aura le débat quand ce sera incontournable. Alors quels sont les critères qui détermineraient le caractère justement incontournable de ce débat entre candidats? En politique, je suis d'avis moi, et je suis janvier de la vieille, tout s'arrache, rien n'est donné. Tant que des hommes politiques verront qu'ils peuvent passer sans avoir à faire de débat. Tant qu'ils verront qu'en faisant un débat, ils tendent la perche en opposant. Mais c'est que la demande est pressante. Et vous dites très clairement qu'on attend que cela soit incontournable. Alors, je veux bien savoir quels sont les critères qui détermineraient cela. Je vais y aller. Je dis, moi je parle quand c'est incontournable au plan sociologique, au plan sociopolitique. En Côte d'Ivoire, on a eu une maturation telle que c'était arrivé. Je n'appellerais ça même pas maturation. Les choses étaient faites de telle sorte que ce débat était incontournable. Alors, à quel moment au Sénégal on dirait là c'est incontournable? Un pays qui s'est fait passer pour un des champions de la démocratie et qui a un retard de ce point de vue. Le jour où un président verra, par ses services, par ses moyens, qu'attention, aujourd'hui, c'est vraiment 98-101 et qu'un débat pourrait l'aider à faire la différence. Il penchera pour un débat. Tant qu'il verra qu'il est, lui, à 100 ou 95% et que l'autre est à 15%, il ne fera pas de débat parce qu'il donnera 10% facilement à quelqu'un, il va trébucher. Je ne dis pas ça parce que c'est ça que le CNRA dit. Non. Moi, je suis pour un débat parce que je suis preneur. Moi, je suis pour un paysage audiovisuel riche, diversifié et vibrant. Mais c'est ça la loi politique. Les gens ne donnent rien en politique. Alors, avec votre permission, je pose une question sans vraiment la poser. Quand vous écrirez vos mémoires, est-ce qu'il y aura quelques lignes consacrées au feedback que vous avez eu du palais, juste après le TGP avec Idrissa Seck? Oui, je ne sais pas si j'écrirai. J'ai parlé toujours tout le temps à mon ami. Vous savez, un diplomate m'a dit récemment, tu sais, les gens ne savent pas que vous êtes le confident de Bruno Diatta. Les gens ne savent pas. C'est Bruno m'adorait. Et chaque fois qu'on voyageait, alors le soir, c'est un homme assez seul, Bruno. Il dit, Papa Gariou. On dit, Papa, viens. Alors on se mettait dans des coins, on refaisait le monde. On discutait de l'éviction de Colin, de qu'est-ce qui a amené ça. On discutait de beaucoup de choses qui ont chamboulé ce pays. Et il me disait tellement de choses. Et c'était tellement intéressant. Moi, j'ai vécu plusieurs générations. Parce que j'ai été ami à beaucoup de gens qui ont une expérience riche. Moi-même, j'en ai eu une riche. Alors, il y en a eu de feedback du palais après cette émission. Difficile d'interviewer un journaliste chevronné. Tu parlais de TGP, il y avait aussi objection avec Idrissa Seck. Laquelle des émissions? C'est un peu confus, mais du coup, dites-nous, est-ce que c'était plus cette objection Non, en toute liberté. Il me semble toute liberté avec Daouda Ndiaye, voilà, avec Idrissa Seck, oui, tout à fait. Je vais vous dire, je retiens de cette émission
l'émission qu'on a faite Daoudia et Omar sur la perestroïka en URSS, notre rencontre avec Boris Yeltsin et nos différentes pérégrinations en Russie. C'est vous dire seulement que je répondrai difficilement à cette question, je donnerai ma mémoire. Alors, dernière question, Mamadou. Les plateformes qui sont des plateformes payantes et qui, aujourd'hui, systématiquement, je ne veux pas en citer, mais du coup, les Sénégalais qui les utilisent les connaissent, qui systématiquement mettent en scène, ou légitiment même parfois, l'homosexualité. Est-ce que vous avez une prise là-dessus? Vous avez la possibilité d'agir là-dessus? Je pense que ces choses-là sont graves. Chaque fois que nos mœurs, que nos cultures sont agressées, j'ai des problèmes. Vous savez, j'étais ambassadeur et ce n'est pas un secret. Aux États-Unis, c'est des choses qui se font. Une fois, j'ai reçu une délégation forte avec un ancien ambassadeur de 35 ans d'ambassadeur, mais qui était donc homosexuel et qui partageait cela avec des gens. Ils sont venus me dire, au Sénégal, vraiment, il y a des problèmes. Ils étaient au courant des procès qu'on faisait au Sénégal. Ils étaient au courant des détails. Ils savaient même que parmi les gens qui étaient arrêtés homosexuels, il y avait un CDI. Ils étaient en train de voir comment assister la famille, etc. Moi, je leur ai dit, simple. Chez nous, ces questions-là sont des questions extrêmement intimes. Au Sénégal, même un homme et une femme ne se promènent pas en s'embrassant dans les rues. Donc on ne peut pas permettre à des Le Sénégal peut faire quelque chose contre ces plateformes? Oui, sur les contenus, nous allons travailler. J'ai reçu les câbles distributeurs. Et vous savez, ils passent des films de charme à 5 heures de la journée, à 11 heures de la matinée. Pour le moment, je les ai exclus de la campagne, mais après la campagne, on discutera avec eux pour voir comment... Antoine Diouf est déjà là pour le 12h. Ambassadeur en Gambie, aux États-Unis, Yaya Jammeh, Donald Trump. Est-ce que les deux personnages politiques ont quelque chose en commun? Donald Trump aime les régimes forts. Il aime les dirigeants forts. Peut-être que Yaya Jammeh aurait été jugé beaucoup plus, je vais dire, avec beaucoup plus de compréhension par l'actuel président que par le président Barack Obama. C'est mon avis. Merci Khalifa Diakhaté. Babacar Diagne, merci, président du CNRA. C'était un plaisir et c'était plaisir court. Partagé, oui, court. Il y a d'autres sujets qu'on aurait pu évoquer. Merci. Ben, ce n'est que partie remise. Merci.